Il est 3h30 de la nuit du 15 mai 2016. Cette proposition intitulée Fleurir le désert intérieur. Je vais la traiter, je pense, assez brièvement. Je m'étais arrêté depuis 2 ou 3 jours. Je n'ai rien, rien sorti. Donc, quelque part, ce sera aussi une manière de me remettre un peu dans le flot des paroles. Et donc, euh, une proposition, ou plutôt, voilà, une idée ou une phrase comme celle-ci, comme celle qui est devant vous, est quelque part une sorte de, euh, comment dire, une sorte de petit arrangement avec soi-même pour ne pas utiliser des mots très, très conventionnels, des mots très couramment utilisés, genre comment sortir, euh, comment retrouver confiance, euh, comment retrouver l'espoir, comment trouver, comment dire, comment retrouver l'envie de vivre. Et en fait, et puis bon, peut-être ça permet de ne pas utiliser certains termes que j'ai déjà utilisés par le passé, comme la non-vie, quelque part le vide ou le néant, le sentiment d'être proche du néant. Et voilà, donc euh, cette formule de fleurir son désert intérieur, ça semble quelque part un peu ça n'a rien de spirituel, il n'y a rien, ce n'est pas une proposition d'un ordre spirituel. L'intériorité est quelque chose qui est plutôt du domaine de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas formulé à haute voix ou formulé devant quelqu'un, de ce qui est aussi certains sentiments qui sont un peu qui sont toujours qui se présentent de façon un petit peu grossière. Ils ne sont pas tout à fait achevés. On a le sentiment de ne pas être ceci ou cela, ou alors un sentiment d'avoir manqué quelque chose, le sentiment d'avoir des vides à l'intérieur de soi-même. Et quelque part, la proposition est assez intéressante puisqu'elle est quelque peu un peu double paradoxe. Quelque part, un désert, normalement, ça ne fleurit pas, il n'y a pas de floraison, il n'y a pas de végétation dans le désert. Mais tout dépend des déserts. Il y a des déserts où il y a des floraisons, souvent assez espacées, donc il peut se passer plusieurs années avant qu'une averse bienfaisante redonne au cycle végétal toute sa raison d'être. Et donc voilà, on peut voir des tapis de fleurs comme ça pousser dans un désert habituellement très minéral. Et donc fleurir ou refleurir, pourquoi pas aussi. Euh, le paradoxe est aussi de croire que le désert, même minéral, est non habité, et que le désert est vide, ce qui est déjà une sorte ça ne convient pas
à tous les déserts, et les déserts sont habités. Il y a quelque part, et nous avons, comment dire, une certaine approche du terme ou de la réalité géophysique, etc., de ces espaces comme s'ils étaient des espaces uniformes. Je fais ce petit développement pour dire que euh, l'intériorité d'un être humain est quelque chose d'assez complexe. Et cette complexité, il n'y a pas une approche unique, il n'y a pas une méthode pour parler de cette intériorité. Cette intériorité est très multiforme, elle est quelquefois étonnante parce qu'elle cache en elle-même, elle recèle en elle-même des choses qui, j'allais dire, des points de force, là où on a presque la certitude qu'elle est complètement épuisée, qu'elle est complètement comment dire, hors course, et finalement, il y a, des ressources qui sont là et qui peuvent être utilisées pour se remotiver, pour de nouveau accomplir ce petit arrangement, ces petits arrangements avec la vie, même avec la vie même dans ses versions les plus difficiles. Et donc, le paradoxe, et aussi, il y a plein de paradoxes. Un des paradoxes s'agissant de l'intériorité, c'est quand on affirme des choses, on affirme un malaise absolu, on affirme une incapacité à faire, à dire, à entreprendre, et finalement, c'est aussi, comment dire, il y a un problème avec les mots ne reflètent pas réellement ce qui se passe à l'intérieur, et quelque part, l'usage de ces mots est quelque part un peu, comment dire, pas inutile, mais il n'est pas si expressif que ça. Il n'est pas si pertinent que cela. Donc quand on parle d'un vide, le sentiment de vide, la réponse à ce sentiment, c'est d'aller chercher du plein, ou alors d'aller dans la logique quelque part du vide, et d'aller vers le vide, vers la conclusion qui est que quelque part on est une coquille vide et que ça ne sert à rien, quoique en pensant à des coquilles vides, il y a des coquilles d'œufs qui sont recyclées par les poules notamment. Ça dépend où se trouve la coquille vide. On peut sentir coquille vide, et en fait, si on est mis à disposition de certaines personnes ou dans un environnement qui convient, on peut quand même retrouver une certaine utilité, une certaine densité. Et donc le sentiment de vide n'est que, quelque part, une réponse à une sorte d'inemployabilité. La personne n'a pas de fonction, a un sentiment de ne pas avoir d'utilité, un sentiment de ne pas être intégré dans des relations, dans des structures sociales, dans des réseaux, etc., etc. Et que quelque part, elle cherche, en fait, elle espère, elle attend peut-être une sortie de cette situation. Donc le problème, c'est pas tellement d'aller jusqu'au bout des choses, mais plutôt de faire une sorte de mouvement inverse,
de remonter et d'essayer de, de se trouver un statut qui ne soit pas un statut négatif. Voilà. Donc c'est cela. Donc quand nous affirmons que nous faisons face à un sentiment d'inutilité ou le sentiment de ne pas avoir de valeur, c'est que en nous-mêmes, nous avons quelque part, peut-être, je dis ça comme cela sans le penser, mais je le dis par hypothèse, il nous reste toujours, peut-être, donc j'allais le dire, mais je ne suis pas d'accord. Je le dis juste parce que j'ai commencé à le dire. Nous avons peut-être le sentiment que nous avons quand même de la valeur. Là où nous pensons ne pas en avoir, et, en fait le terme que je voulais approcher, c'est celui du vide. Donc parce que c'est plus pertinent. Et quelque part, quand j'explique ou quand j'avance que je n'ai plus le désir de vivre et que je suis habité par le sentiment de non-vie, le sentiment de non-désir, je suis encore dans le désir. Il suffit, par exemple, pour mon cas personnel, de me mettre face à un ciel étoilé, ou au moins un ciel, un couchant, et je suis déjà, si le couchant est assez particulier, je me rappelle de ces couchants qui n'étaient pas uniformes. Ça donnait un dégradé des couleurs au ciel, et c'était, je ne me rappelle plus si c'était un dégradé de bleu ou un dégradé de rouge, mais en tout cas, ou d'orange, en tout cas c'était des dégradés. Au lieu d'avoir un soleil orange qui se couche comme j'avais un peu l'habitude de le voir, qui se couche à l'horizon comme ça, en bord de mer, quelque part, ou à la campagne, c'était ce gros soleil, alors qu'à d'autres endroits, ça peut se présenter. Donc quelque part, le fait déjà de regarder ce coucher, de le regarder, de désirer peut-être si on est dans l'incapacité de le regarder de près, parce que je le vois par exemple de ma fenêtre et je ne suis pas tout à fait bien installé, etc. C'est un peu loin. Et on désire être dans de meilleures conditions pour pouvoir jouir de cela, de ce spectacle, ce que nous appelons spectacle. Et donc le coucher, le coucher du soleil est un exemple. Les étoiles, surtout quand il s'agit d'un ciel, par exemple d'été, ou complètement couvert d'étoiles, c'est des étoiles à l'infini, des points lumineux à l'infini. Et puis vous voyez cette tache laiteuse que, évidemment, appelée la Voie lactée. Je vous laisse deviner donc pourquoi. Et que vous voyez cela, bien sûr, il y a, et vous êtes déjà, vous êtes dans un rapport, quelque part, vous êtes obligé de tenir compte d'un certain nombre de choses, qui est l'importance de l'échelle dans le rapport aux choses. Il y a une différenciation, il y a quelque part entre les choses à notre échelle, puis les choses à l'échelle du ciel, qu'il s'agisse de galaxies ou de comment dire, là on ne parle pas de notre la Voie lactée. Est-ce qu'on en parle comme une galaxie ou comme autre chose? En tout cas, allons pour le mot galaxie. Et quelque part,
Et on est évidemment, à notre époque, on est au courant que il y a les distances et que l'année-lumière, c'est quelque chose de tout à fait considérable et que, évidemment, l'étoile, lumière de certaines étoiles, elle nous arrive avec un retard assez conséquent, etc., etc. Nous avons tout cela que nous prenons en compte. Et dès que nous regardons, nous convoquons ce savoir que nous avons. Nous convoquons aussi les gens, tous les gens qui travaillent, qui quelque part nous donnent des idées, nous éclairent un peu sur la question, parce que c'est leur spécialité. Et nous voyons, et tout de suite nous faisons la différence. Nous sommes partis dans quelque chose de mental. Nous faisons la différence entre la Terre, notre planète, et puis le reste, et puis cette chose-là qui est immense, qui n'a pas de limite, et quelque part qui est toujours là, mais qui nous est cachée par la lumière du soleil, ou qui nous est cachée par les nuages, etc., etc. Donc, qu'il faut, dont on oublie de tenir compte régulièrement, et que c'est un rappel, quelque part. Quelqu'un qui regarde les étoiles n'a pas le sentiment il ne peut plus être dans sa propre, dans un rapport avec lui-même. Il est impossible et obligé de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus grand et, et largement il devient une partie d'un tout euh, assez spectaculaire, mais il n'a aucune envie il peut avoir. Il a envie de rester dans une situation quelque part d'observateur. Même si quelque part, à force de regarder, on peut avoir mal à la nuque. Et donc quelque part, ce n'est pas la position la plus confortable, mais on n'est plus dans le sentiment de vide. Donc le sentiment de vide n'est pas une donnée permanente, elle est fonction d'un contexte, d'une situation particulière. Si on change le contexte, on change le sentiment. Donc le sentiment de vide n'est pas un sentiment réellement ancré, il est juste l'expression d'une certaine inadéquation, quelque part, d'un certain sentiment d'être privé. Nous avons toujours nous habitons en ville, et en ville, selon que nous soyons en face, en accès direct au ciel ou pas, si nous sommes dans le empêché, alors nous avons affaire à un mur. Nous avons des murs à l'intérieur de nos lieux d'habitation. Et si on regarde à l'extérieur, on voit des murs. Et donc, quelque part, non seulement on n'a pas le contact avec ce qui fait la grande partie de la vie, qui est le végétal, mais en plus, on n'a pas un rapport avec le ciel et avec ce qui se passe. Nous sommes coupés d'un certain nombre de choses. Donc, si l'être est remis quelque part dans, dans une dans un remis dans quelque chose qui est dans laquelle il est comment dire, il se retrouve, dans laquelle il se retrouve. Il est stimulé, il observe, il reçoit des informations, il a des impressions, etc., etc. Donc tout de suite, le paradoxe d'affirmer des choses et de les affirmer face à quelqu'un, et si ça se trouve, cette personne, elle croit aux mots. Les mots pour elle ont une importance, ont une signification. Et des fois, il y a des gens qui donnent du pouvoir aux mots, un pouvoir presque surnaturel. Le mot est important.
ce qui est se tromper. Le mot n'est qu'une disposition transitoire pour donner un aperçu sur un état intérieur ou sur un désir. Mais on ne s'inscrit jamais éternellement, permanence dans un mot. Un mot, c'est un compromis, quelque part. Mais il n'exprime pas la véritable, les véritables enjeux intérieurs. Donc, parce que nous n'avons pas les mots qu'il faut pour déterminer. Comme aujourd'hui, on parle d'inventer des médicaments pour chaque être humain, selon sa génétique, selon son hérédité, selon sa propre constitution, selon ce qu'il peut supporter ou pas. Il faudrait aussi pour chaque être humain créer des mots qui puissent lui permettre, donner les moyens d'exprimer ce qu'il ressent réellement et non pas être comment dire, dans un certain être comme un autre, obligé d'utiliser les mêmes mots, même quand ces mots ne conviennent pas à la spécificité de sa réalité psychique. Donc nous avons ce problème et donc le désert, qui est le vide, n'est pas réellement vide, et le fleurir, c'est une bonne approche quand même, ça reste valide comme approche, parce que nous avons besoin, la floraison, c'est aussi le réenchantement quelque part. Le fait peut-être de s'inventer de nouvelles fables, de nouvelles... et d'y croire, quelque part, un peu de se mentir à soi-même. Mais là, c'est un mensonge utile, comme on parle. Oui, on parle des mensonges en termes d'utilité. Là, c'est utile pour la personne, non pas. Et donc, ce n'est pas une supercherie, c'est quelque chose, c'est une sorte de choses qu'on tisse autour de soi-même pour pouvoir quelque part se protéger. On se protège jusqu'au jour où on peut plus se protéger, mais ce n'est pas quand on peut se protéger avec des choses, on va pas s'empêcher de le faire. On le fait parce qu'on a besoin de cette protection. Et donc, le fait, là, le problème, c'est que nous avons un problème avec l'image de la floraison. Nous avons plutôt un rapport qu'on appelle esthétique. Nous sommes dans l'observation, dans l'appréciation, mais nous ne sommes pas dans la véritable fonction de la fleur. La fleur a une fonction qui n'a pas pour premier impératif d'être belle ou d'être agréable à voir ou d'être dans une... la fleur a peut-être a sûrement comment dire des priorités et la beauté n'en fait pas partie. Donc nous considérons que la floraison par elle-même est quelque chose de beau. La beauté dans ces cas-là n'est elle n'a rien à voir avec la chose elle-même, elle a à voir avec la perception qu'on a. Donc finalement, c'est le réenchantement, ce n'est pas pour le réenchantement lui-même, c'est pour quelque part c'est pour les processus mentaux qui va entraîner. C'est quelque part, bien sûr, une floraison, ça sert à des tas d'êtres qui vont se nourrir. Et ce n'est pas donc le réenchantement,
ce qui permet de redonner vie à ce qui est, à ces choses qui restent un peu en latence. Mais quelque part, bien sûr, la vie, les fleurs, c'est le cycle, floraison, mort et attendent germination, refloraison, etc. Donc quelque part, donc les réenchantements, au moins pour un certain temps. Et puis après, peut-être repli, peut-être de, de, phase de repos, d'absence, puis après on repart, le cycle repart. Mais en attendant, le réenchantement permet d'avancer, de réaliser des choses. Et donc c'est l'incapacité, ce qui pose problème, c'est l'incapacité à faire en sorte que son vécu intérieur soit, soit en capacité de créer le mouvement de réenchantement et de réappropriation de la vie, malgré tout ce qui peut sembler inaccessible, infaisable, impossible, etc., etc. Malgré tous les obstacles qui peuvent même prendre le caractère d'objectivité. Il y a des choses qui sont des obstacles ou des barrières objectivement, comment dire, objectivement palpable, installé. Ce n'est pas toujours de l'ordre de la perception individuelle. Il y a des barrières, il y a des blocages, il y a sociaux, etc., qui sont là, qui sont indépassables. Ce n'est pas le réenchantement individuel qui va permettre de les transcender, de les dépasser. C'est un autre, c'est une autre réalité et qui a besoin d'être entreprise avec les moyens qui lui conviennent. Là, on parle juste de la manière qu'on peut avoir, là où quelque part nous présentons une situation comme quelque part moribonde, une situation où rien ne peut émerger, voir le jour, naître, grandir, s'épanouir, à rien. Là, donc il faut essayer de s'approprier justement ces mots, les mots de l'enchantement et de nouveau, ne serait-ce que peut-être la floraison dans le désert est une floraison le cycle est très rapide. Donc ne serait-ce notre analogie et voudrait que le réenchantement, même s'il est bref, même s'il est de courte durée, a quand même une utilité. Ne serait-ce que pendant 1 heure ou 2 heures dans une journée, être dans une sorte de rapport dans lequel on ferait plutôt appel à peut-être à ce potentiel qu'on a à l'intérieur qui n'est pas utilisé. Nous devons développer une certaine capacité à plutôt à nous inscrire dans quelque chose de toujours plus grand que soi-même. Nous avons souvent la tendance à vouloir faire de notre cas comment dire,
une spécificité, une sorte de presque de singularité, alors que ce que nous vivons est souvent partagé par des tas d'autres gens, avec peut-être quelques variations, mais ce n'est pas une réalité exclusive. Donc il faudrait toujours, et peut-être, de la voir, essayer de voir s'il y a moyen de se mettre de se mettre en rapport avec des gens pour essayer de créer un mouvement collectif de sortie de crise, quelque part. Euh, le, le, le siècle, notre siècle et notre époque nous, nous pousse un peu à être dans un rapport auto-centré, dans un rapport on cherche plus notre salut dans une pratique spirituelle ou dans une foi, mais plutôt dans un certain questionnement, dans un certain rapport de dépassement, mais toujours les choses sont souvent vécues comme étant uniquement de l'ordre de la personne toute seule, et elle, avec son histoire propre, son récit propre, et elle doit elle-même, toute seule, entreprendre de pacifier les choses, entreprendre de négocier avec le monde, de trouver sa place, de s'aménager des espaces, etc., etc., sans inclure les autres dans l'équation. Alors que les autres comptent sûrement plus que nous-mêmes dans cette affaire-là. Ce qui nous vient souvent quand on a un récit, c'est le récit de nos rapports avec les autres. Notre vie psychique est construite à partir des interactions qu'on a avec les autres. Alors quand on parle de soi-même quelque part en sortant de cette interaction, ou alors en se disant il faudrait faire des choses en présence des autres, et toujours dans ce rapport soi-même qui est calibré, etc., dans cette remontée dans le psychisme, etc., ça ne fonctionne pas, parce que l'autre, il n'est pas une réalité. L'autre, il fonctionne sur le mode du souvenir, alors que où il est de l'ordre du symbole, ou alors il est convoqué, mais de façon abstraite. Et quelque part, on essaie peut-être de maîtriser l'autre, peut-être par des arrangements, par des... comment dire, alors que l'autre a d'être besoin d'être accompagné dans cet effort, peut-être pour essayer de voir la, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, le voir de suite. Pourquoi faire un travail et puis après dans un lieu ou dans un contexte, puis après exporter ce travail pour voir si ce qui en a été tiré est valide ou pas. Donc interroger la validité de ces associations d'idées, de ces hypothèses directement avec les gens concernés. Peut-être psychanalyse de groupe ou des choses comme ça, mais en tout cas, nous avons, donc là j'ai fait un aparté un peu
Et donc je reviens, s'il est possible que je suis fatigué, le temps passe, et quelque part, l'idée qui était de fleurir le désert intérieur, euh, on peut revenir sur l'idée qu'il y est à l'intérieur. Si on a remplacé le mot âme par peut-être par l'intériorité, par peut-être par quelque chose, l'âme n'a jamais été donc difficile à prouver, jamais été prouvé, donc quelque part l'intériorité est aussi quelque chose d'assez impalpable, un peu évanescent. Quel contenu donner à l'intériorité? Faut-il plutôt l'intériorité, c'est quoi? C'est la mémoire. C'est la mémoire dans sa capacité à convoquer des scènes, dans sa capacité à faire remonter des événements, euh, c'est quoi, qu'est-ce où se niche cette intériorité quelque part? Il est où son lieu de résidence? Si on, donc on estime qu'on a donc un psychisme et dans ce psychisme réside une vie intérieure et ce qui peut s'appeler aussi l'intériorité et que quelque part donc on part de l'hypothèse qu'il existe une intériorité. Il est possible que ce soit tout à fait autre chose et que ce qui est simplement comme quand on parle et que ce soit uniquement grâce à l'air et que cet air nous le modulant pour créer des sons signifiants et que peut-être que intérieurement nous avons aussi un matériau qui nous sert pour créer des images et qu'en fait les choses sont, c'est vrai que les mots une fois dits, une fois modulés, c'est comme un morceau de musique qu'on jouerait qu'une fois et que ce n'est pas quelque chose qu'on répète, même si donc c'est un morceau de sons, c'est des sons qui sont à chaque fois renouvelés. Il n'y a pas de partition, il y a préécrite, et c'est de l'ordre de l'inventé permanent. Et après, donc, ce qui peut se passer pour ce qui est de l'intériorité, ça peut être des liens qui se font, peut-être entre la stimulation visuelle, peut-être que la vie intérieure n'est que le résultat, j'allais dire, de la digestion, que peut-être le résultat, mais presque secondaire, tout à fait de bien peu d'importance des fonctions vitales de l'organisme et que quelque part ce dont on aurait besoin c'est plutôt de connaître notre ami de notre ennemi, notre allié de notre adversaire et plutôt connaître un peu, nous assurer les moyens de notre pérennité et cela serait largement suffisant. Que quelque part toute la mémoire et toute la mémoire excédentaire finalement qui se rappelle des choses tout à fait finies et complètement dépassées, cette mémoire et plutôt cet excès de ce que nous appelons raisonnement et aussi cet excès dans le domaine du désir, mais peut-être peut-être rien d'autre aussi là,
une certaine vue des choses qui se font et qui n'ont pas de sens réel, qui n'ont pas d'effet réel. Donc l'intériorité, c'est est-ce réellement est-ce que le fait d'avoir une vie intérieure a réellement de l'importance et d'enrichir, de ne pas l'enrichir, du moment qu'on est que le minimum, que nous assurons le minimum, c'est-à-dire la sauvegarde de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que même les gens qui parlent, qui tiennent un discours assez absolu sur la fin des choses, la finitude, etc., ils le tiennent parce qu'ils peuvent le tenir, parce qu'ils sont en vie. Ils sont en contradiction. Donc, pour pouvoir tenir un discours de son vivant, il faut continuer d'être vivant. Et nous ne sommes vivants que parce que nous nous assurons de cela. Donc nous continuerons à nous entretenir et très bien ou moyennement bien, peu importe, mais nous continuons de nous entretenir. Et donc l'idée qu'il puisse exister réellement la réalité de cette vie intérieure est quelque chose qui me pose question. Donc comment dire, comparer sa complexité intérieure, si elle existe, au désert serait un peu exagéré. Le désert est une immensité, quelque chose qui est immense. Notre intériorité, si elle existe, est assez limitée. Le désert qui, lui, existe, a mis un certain temps pour se former. Tous les éléments qui sont devant nos yeux sont là le résultat de processus très 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 anciens, alors que nous sommes le fruit nous sommes les enfants des médias et tout ce que nous avons accumulé, tout ce que nous avons comme intériorité, si intériorité il y a, n'est est tout à fait récent et sûrement vu notre espérance de vie, cela n'aura jamais le temps de se transformer et alors que un minéral, pour passer d'un état à un autre, a besoin d'un temps assez conséquent, alors que nous sommes limités par notre espérance de vie et que quelque part cette intériorité, si elle existe, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de connaître sa première ère, sa deuxième ère, sa troisième ère, même si on fonctionne avec cette division des âges de la vie, la jeunesse, l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, etc. Mais n'empêche que c'est assez court, même si nous ne pouvons pas nous comparer aux âges géologiques, parce que nous sommes du vivant organique et que le minéral, de par sa nature, a un autre cycle et il est possible que le minéral lui aussi ait une espérance de vie à son niveau qui ne soit pas une espérance de vie si fantastique que cela. Donc quelque part un peu impropre de parler de désert pour soi-même, pour son intérêt. Et voilà donc une proposition qu'on peut arriver à démonter, c'est cela aussi qu'on fait
avec ces propositions, nous essayons de voir la validité de la proposition, après la démonter, parce que c'est cela dont il est question ici, et voir à la fin s'il est possible de la remonter et voir aussi s'il est possible de mettre autre chose, de prendre ces éléments de départ et d'en faire autre chose. En tout cas, il est quelque part, en prenant en compte tout ce qui est notre condition déterminée, prédéterminée, surdéterminée d'être biologique, et que quelque part nous avons besoin malgré tout d'avoir le sentiment d'être dans une certaine relation avec nos semblables. Nous avons besoin d'avoir des rapports quelque part. Allez, j'aime bien cette expression d'instaurer des rapports de dons et de contre-dons. Nous avons besoin d'avoir des échanges, de changer d'un état et de passer à un autre, c'est-à-dire d'un état de donneur et aussi l'état de receveur. Nous avons besoin d'être dans ces rôles-là, et nous avons besoin d'être en confrontation avec nos semblables pour un peu voir comment ils s'arrangent avec euh, leurs propres, leurs propres limites et comment ils gèrent le rapport au monde, et s'ils ont de meilleures approches que les nôtres. Voilà, nous avons besoin donc de comparer, de nous inspirer et aussi peut-être d'offrir notre expérience, d'offrir les choses qu'on a accumulées, de les offrir à d'autres, un travail, comment dire, de passation. Nous avons besoin de ne pas voir se perdre les petites intuitions, comment dire, les petites choses, les petits trésors qu'on a découverts de la vie, les petits objets, les petites accumulations qu'on a faites, ces petites histoires, ces petites rencontres, ces petites et grandes joies, et aussi ce petit, comment dire, ce petit sentiment qui nous est propre par rapport qu'on a développé, qu'on a mûri par rapport à la vie elle-même, par rapport au devenir, par rapport à la nature des choses, par rapport au sens de l'existence, etc., etc. Donc c'est une conclusion, petite conclusion pour un petit développement pour cette grande proposition qui est fleurir notre désert intérieur. Ouf.